Et moi, je pense que ce fait, c'est mauvais. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui rencontrent des beaux-parents mauvais. Parce que quand un père et un mari, ils viennent, ils récupèrent la maison, les biens, tout et tout. Et donc, on comprend que la femme n'a aucun lieu où vivre. Et les enfants aussi, bon, on les retrouve dans la rue en train de faire de n'importe quoi. Et ça, c'est mauvais. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là? Oui, oui. Je connais une amie à ma mère qui a perdu son mari. Les beaux-parents sont venus, ils ont tout récupéré. Vraiment, ça n'a pas été facile pour elle. En tout cas, les enfants étaient dans la rue. Il fallait que des personnes aillent demander pardon, tout et tout. Et puis bon, finalement, on a pu régler le problème. Et dernière petite question. Quelles sont les causes majeures de ce phénomène-là? Parce que moi, je l'appelle phénomène. Bon, parfois, on a rencontré à dire que c'est la tradition. Si mon frère meurt ou bien ma soeur, c'est moi qui récupère les biens. Et c'est ça qui cause tout cela. Souvent aussi, bon, le monsieur aussi, il a l'argent, il peut partir sans laisser un testament. Et puis, bon, voici ça. Que pensez-vous de la spoliation faite aux veuves? Bon, je pense que c'est méchant de la part des parents qui prennent tout aux veuves après le décès de l'homme. C'est méchant en fait. Parce que quelqu'un ne peut pas se débattre, prendre préparer l'avenir de ses enfants et puis une autre personne vient s'en accaparer, c'est méchant. Je pense que c'est des décisions que le gouvernement doit prendre pour pouvoir défendre ces femmes-là. Et selon vous, qu'est-ce qui cause ce phénomène-là? Parce que moi, je l'appelle phénomène. Qu'est-ce qui pousse ces personnes-là à venir prendre les biens de ces familles-là en deuil? Moi, je pense que c'est lié aussi aux coutumes, aux us et coutumes. Bon, c'est au village on voit ce genre de choses. Souvent aussi à Abidjan, mais c'est les gens qui sont beaucoup ancrés dans la tradition qui font ce genre de choses. Mais je pense que bon, je pense que les chefs du village qui sont garants des pratiques coutumières doivent prendre des décisions pour pouvoir arrêter ces choses-là. Parce que nous sommes à une autre phase de la vie. La vie avance, les choses changent. Donc, ce sont des choses qui doivent changer, je pense. Donc, c'est un peu ça. D'accord, monsieur. Dernière question. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont déjà vécu ça? Bon, pas dans ma famille, mais je connais des personnes qui ont moins vécu ce genre de choses-là. Que pensez-vous de la spoliation faite aux femmes? Aux femmes veuves, bien sûr. Bon, vraiment, moi, je trouve que ce n'est pas quelque chose de bien. Venir arracher comme ça tous les biens et puis laisser la dame, la pauvre dame avec ses enfants, la main vide, vraiment, c'est difficile. Voilà, c'est difficile et puis c'est pas joli à voir, franchement. Voilà. D'accord, monsieur Koné. Selon vous, qu'est-ce qui cause ce genre de choses? Bon, il faut dire parfois le comportement de la femme aussi. Si elle a été bien pendant que son mari vivait avec les parents du monsieur, au moins quand même il y a au moins une personne de la famille qui va venir au moins la soutenir pour dire que non, ce qu'on est en train de faire la dame n'est pas bien. Parce que franchement, elle était gentille. À la présence du monsieur, elle était gentille avec nous. Et puis venir comme ça, l'arracher tous les biens. Donc voilà un peu, ça dépend du comportement aussi. Voilà. Et si c'est dans le cas contraire? Si c'est dans le cas contraire, bon, tout qu'on fait, c'est pas bien. Néanmoins, il faut lui laisser quelque chose pour qu'elle puisse vivre avec ses enfants. Voilà. Il ne faut pas tout l'arracher. Voilà. Même s'il faut prendre aussi, mais tout prendre et puis partir, non, c'est pas gentil. Alors, Madame Ongara, j'ai envie de poser une question, c'est de savoir comment est-ce que la spoliation peut impacter, comment dirais-je, impacte donc le statut financier de la veuve et puis aussi dans quelle situation précaire elle peut se retrouver après cette spoliation-là. Parce qu'on le sait, hein, on est plutôt dans une société africaine qui est plutôt patriarcale. Donc c'est en général l'homme qui ramène les sous à la maison. Donc quel que soit ce qu'il y a dans la maison, on estime et on pense que c'est pour l'homme. D'accord. Oui. Donc souvent, même quand c'était en communauté de biens, même quand on était en séparation, quel que soit le régime matrimonial que vous ayez et quelles que soient les rémunérations que vous ayez, souvent même la femme plus payée que l'homme, on estime toujours que c'est à l'homme qu'appartiennent les biens. Donc on a vu pas mal de veuves investir des sommes faramineuses dans des projets avec leurs conjoints et par la suite ont été spoliées de tous ces biens-là. On a spolié les enfants, on a spolié la veuve et ça reste comme ça, comme on dit, c'est pour la mairie. C'est ça.
Non, mais en fait, je voudrais déjà revenir un peu sur le contexte juridique qu'il y a autour de cette histoire de spoliation des veuves. Parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi. Donc, c'est la loi 2019-576 du 26 juin 2019 relative à la succession, donc qui établit l'ordre des successibles selon, qui établit les successibles selon l'ordre suivant. Donc, on a d'abord les enfants, donc les enfants ou leurs descendants, et le conjoint survivant, qui hérite en premier du défunt. Et donc les enfants ou leurs descendants, donc les enfants ou les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ainsi de suite, héritent de 3/4 de la dévolution successorale, et le conjoint survivant hérite de 1/4. D'accord, ok. Par la suite, lorsque on n'a pas de descendants, par exemple, le couple n'a pas eu d'enfants, je vais parler terre à terre pour que ce soit moins technique, lorsque le couple n'a pas eu d'enfants, on n'a pas eu d'héritier. N'a pas eu d'héritier, voilà. Les pères et mères héritent de la moitié, le conjoint survivant hérite de la moitié. D'accord. Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant, donc ça se partage entre les pères et mères, les frères et sœurs, ainsi de suite. Et donc voilà, avec tout ce qui sont en ligne dans le cas de la collatérale. communauté de biens. Donc la séparation de biens, donc c'est 1/4. La communauté de biens, c'est 1/4 plus la moitié de la communauté de biens. Donc ça, donc dans tous les cas, séparation ou communauté de biens, la femme hérite de quelque chose en fonction du régime. Le conjoint survivant, tout simplement. Du conjoint survivant, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais voilà, je dis la femme parce qu'en général, ici, ce sont les femmes qui sont spoliées. Et donc, à ce niveau-là, tout à l'heure, on a parlé d'un cas vraiment d'un fait très important, le mariage civil. Tout à fait. En général, les femmes qui sont spoliées sous nos tropiques, ce sont les femmes qui ne sont pas mariées civilement. Et la loi est très dure là-dessus. La loi parle du conjoint survivant. Et qui dit conjoint, c'est celui qui est marié civilement, celui qui est marié légalement. Et donc, en d'autres termes, comme on a dit tout à l'heure, on a des veuves qui ont contribué toute leur vie à la réalisation de la famille, et puis au final qui se retrouvent sans rien, qui se retrouvent sans le moins de sous, qui se retrouvent parfois avec les enfants à charge, et vraiment c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Et dans ces cas-là, quelles sont les voies de recours? C'est-à-dire, vous avez vécu avec quelqu'un toute votre vie, vous avez investi ensemble, vous avez eu des enfants, donc des héritiers. Aujourd'hui, quand le conjoint arrive à décéder, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'ai omis de dire quelque chose. La loi sur les successions dit que lorsqu'il n'y a pas de conjoint, mais il y a des enfants, les enfants héritent seuls du défunt. C'est-à-dire que c'est pas, les parents n'ont pas quelque chose à prendre. Quand il y a des enfants, les enfants héritent seuls. S'il y a des enfants et un conjoint, ils se partagent la succession. D'accord. Et donc, légalement, si, par exemple, madame, elle n'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant avec le monsieur, elle n'est pas mariée légalement, elle n'a pas eu d'enfant avec le monsieur, bien entendu, les autres successibles vont s'insérer dans la ligne de succession. Sauf que, ce qu'on remarque ici aujourd'hui, madame a des enfants, bien qu'elle ne soit pas mariée légalement, la succession devrait revenir en temps normal entièrement aux enfants. Mais est-ce que c'est de façon tacite? C'est-à-dire que dès que monsieur décède, automatiquement, ce sont les enfants qui héritent? Ou bien est-ce qu'il y a des démarches administratives? Non, la loi, c'est la loi. La loi, c'est de façon expresse, c'est pas de façon tacite. La loi dit, ce sont les enfants, s'il n'y a pas de conjoint survivant, ce sont les enfants qui héritent seuls de la succession. Si les enfants sont mineurs, qui gère l'héritage? Donc c'est la mère jusqu'à ce qu'elle devienne majeure. Oui, c'est la mère, jusqu'à ce qu'elle devienne majeure, à moins que le juge désigne un tuteur légal. Si la femme, par exemple, avait des enfants avant de se marier au monsieur, après elle se marie légalement au monsieur, elle a des enfants, mais ils n'ont pas d'enfants ensemble. Lorsque le monsieur décède, les enfants de la dame ne sont pas... À moins qu'il les ait adoptés. Voilà, à moins qu'il les ait adoptés, sinon ce ne sont pas les enfants. Et justement, pour aller un peu dans le même sens de Emmanuel, aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, les enfants adultérins héritent au même titre que les enfants légitimes du couple. Donc, si par exemple... Ça a encouragé les tontons à tromper fort, hein. Bon, après, en fait, en réalité... Elle n'a pas dit ça vite. À la fin de l'émission où on veut partir, tu dis ça. C'est vrai, mais en fait, l'objectif ici du législateur, c'était de protéger l'enfant. Donc, on a regardé l'intérieur supérieur de l'enfant par rapport à l'intérêt de la femme. Et donc, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime. Donc, aujourd'hui, si monsieur a un enfant dehors, il hérite au même titre que l'enfant légitime du couple. D'accord. Et Madame Ban, est-ce que vous, dans votre association, vous avez vu des femmes qui ont été sujettes à cette spoliation-là qu'on rencontre donc après le décès du conjoint? Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Cette dame, elle a, comme on lui dit, elle a perdu son mari. Il n'était pas marié légalement.
Et grave, elle, le monsieur étant malade au CHU de Trècheville, elle est juste allée à la maison, le temps de se changer un peu, revenir. Les parents sont venus, derrière elle, son mari est décédé, ils ont mis le mari dans une voiture et ils l'ont envoyé au village. Elle revient de la maison, venant voir son mari dans son lit, le lit est vide, et puis elle se renseigne. Les voisins disent, ah, ses parents n'ont pas partir, parce qu'elle n'est pas mariée légalement. Et ils sont même allés enterrer le monsieur sans elle. Seigneur. Et ils étaient mariés traditionnellement? Voilà, oui. Voilà. Donc, elle est restée avec les enfants. Et pour faire les papiers, bon, c'était un peu difficile. Les parents ne voulaient pas donner les documents, là, des décès, tout ça. Parce que lorsqu'il y a un décès, c'est celui qui vient chercher le corps, remet le genre de mort. Tout à fait. Il y a des décès, tout ça. C'est eux qui font les papiers au niveau de la mairie, pour l'enterrement, tout ça. Et les parents ont bloqué le dossier. Ils ont traîné 6 enfants, tous mineurs, 12 mineurs. Elle court après eux, on la met là, on la met là, on la met là. Donc, bon. Finalement, nous, on s'est impliqués, puis bon, on a fait ce qu'on pouvait faire, pouvoir récupérer les papiers. Et là, j'ai tiré mon chapeau à mes époux, les gendarmes, parce que dès qu'il y a un souci, je vais dans une brigade, j'explique, ou soit dans une ville, je vois le gouverneur, il m'a pu pour pouvoir récupérer, ils mettent les parents de demeure de déposer le dossier à la préfecture, ou soit à la gendarmerie, ou soit à la police, pour que la veuve puisse récupérer le dossier, pour pouvoir faire les démarches. Mais c'est très courant, hein, ce genre de cas-là, où les parents prennent les papiers du défunt et puis la procédure est bloquée. Moi, j'ai déjà vu des parents qui se sont même donné le droit de pouvoir récupérer les documents d'une maison, voulant la vendre, au fait. Oui, c'est ça. Voulant la vendre. Et ces gens-là outrepassent la loi, en réalité. Tout à fait. Tout ça, voilà. Au-delà de ça, imagine une personne qui vient de perdre son mari et elle est mariée légalement, elle est dans cette position-là. Et malgré ça, les parents viennent ramasser tout dans la maison. Comment elle fait? Ils sont passifs de poursuite. Non, mais moi, je dis que souvent, moi, j'en veux souvent aux parents de la veuve. D'accord. Oui. De se laisser Parce que moi, je ne peux pas. Moi, mon cas n'a pas été un cas, mes parents ne m'ont pas laissé. Si vous perdez votre soeur, mais comme nous sommes en Afrique, les gens, si on pense qu'il va lui faire du mal, on a peur, on a fait ceci, cela, et ça traîne. Et les gens disent, il faut ce qu'ils veulent il faut ce qu'ils veulent. C'est à juste titre qu'ils ont peur. Parce que moi, j'ai entendu parler d'une histoire qui m'a donné froid dans le dos. La dame vivait en France avec son mari qui est venu en Côte d'Ivoire pour aller rendre visite à la famille et tout. Le monsieur n'est pas revenu. Il était déjà en froid avec sa famille parce qu'il les accusait de sorcellerie et patati et patata. Donc quand il est arrivé, mais il n'est pas retourné au fait sur la France. Il décède là. Il a des biens sur le territoire ivoirien. Donc les parents qui commencent déjà à mener, comment on appelle ça, les enquêtes pour pouvoir récupérer tous ces biens-là, sachant qu'il a des enfants, avec une femme qui vit en France. Donc la dame, elle vient pour récupérer le corps de son mari. Impossible. Impossible de récupérer le corps de son mari. Elle dépose, comment dirais-je, le corps était à la morgue et tout ça, mais on lui demande de payer, par contre. C'est à elle de payer, mais elle ne peut pas récupérer le corps de son mari. Donc, vu que c'était à elle de payer et qu'elle avait tous les documents afférents pour dire qu'elle était la femme et patati et patata, donc elle monte un coup de toute pièce avec les gars de la morgue et tout. Elle récupère le corps de son mari. Elle leur fait croire que oui, on va faire l'enterrement et tout, chez vous, il n'y a pas de souci. Elle a payé pour tout. Maintenant, ils viennent faire l'enterrement, il n'y a pas de corps. La femme est partie. Elle a pris son, comment on appelle ça, son véhicule. Elle est venue l'enterrer à Williamsville ici. Ses enfants sont venus et tout. Et quand ses enfants, après, quand ils se sont rendus compte de la supercherie, ils ont pété un câble, tout simplement. Et après, ses enfants ont voulu rentrer en possession des biens de leur père. Mais ils ont décimé toute la famille. Ils ont décimé et la mère et les 2 enfants du couple. Parce qu'ils ont voulu réclamer les biens de leurs parents. C'est pas évident. Hein. C'est vraiment beaucoup de familles souvent les parents ont peur. Ils sont plus concentrés sur l'intérêt de leur fille, la protection de leur fille, de leurs petits-enfants. Ils laissent les parents faire. Mais moi, je me dis que c'est de la méchanceté. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des cas où, par exemple, l'homme, avant de décéder, a fait des testaments? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre avec le testament, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, gérer tous ces biens. Par exemple, dire, voilà, moi, je ne veux pas que tel enfant hérite, je veux que ce soit comme ci, comme ça. C'est vraiment gérer de manière légale. Donc l'homme, voilà, il est un peu limité. C'est la loi qui décide de tout, en fait. L'homme est un peu limité. Et vous savez qu'en droit généralement romano-germanique, on ne peut pas déshériter un enfant comme ça. Donc c'est un peu compliqué. La loi a vraiment... Les familles à côté ont quand même pris
Pardon? Il y a déjà eu des cas où, malgré les testaments, les familles du défunt ont déjà pris les biens qui Mais ça, je vous dans ce sens que je dis, les gens ont peur, ils ont peur d'être tués, soit d'avoir un sort. Bon, c'était plein de cas. Lorsque la femme s'accapare les biens, elle vit toutes sortes de misères. Moi, c'est Dieu l'accompagne. C'est pas facile. Nous sommes en Afrique, l'Afrique a ses mystères. Tout à fait. Et c'est arrivé même à des personnes que je connais, au fait. C'est-à-dire que le monsieur, il décède, il laisse des enfants en bas âge et tout. Et ce qui se passe, on te demande d'épouser un des frères. Chez nous, les musulmans, les malinqués, ça se passe très souvent. Le monsieur, il a laissé des biens conséquents. Donc, il demande à, comment dirais-je, on demande à la femme, bah écoute, voici les deux propositions qui s'offrent à toi. La première proposition, c'est que tu acceptes d'épouser le frère de ton mari, son petit frère, qui lui va t'épouser et gérer tous les biens de son frère. C'est une manière d'arracher les biens. Non, c'est pas légal, ça, je te rassure. Donc, tu épouses le frère de ton homme, donc le petit frère de ton mari, qui lui va finalement s'occuper de toi et de tes enfants, sachant que lui est déjà marié. Chose qu'il ne fera même pas. Voilà, il a déjà 2 femmes, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand tu acceptes de l'épouser, tu deviens la 3e femme. Et comme ça, sachant qu'il n'avait même pas de travail, il ne faisait rien. C'est tout bénéf. Voilà, c'est tout bénéf pour lui. Voilà. Donc, il est, comment dirais-je, son frère a d'énormes réalisations, a d'énormes biens. Donc, tu l'épouses et voilà, il gère les biens, il s'occupe des enfants. Ses enfants et lui profitent de ses biens et les vrais enfants sont mis à l'écart. Si tu dis non, bah, tu as la possibilité. C'est ça que les gens te disent. Tu as la possibilité. Parce qu'en fait, ce mari n'est pas un mari d'amour, c'est un mari d'intérêt. Effectivement. On la marie pour que le bien reste en famille. Dans la famille. Voilà. Donc, lorsqu'elle est mariée et par mariée, elle tombe amoureux de ce monsieur-là, elle lui laisse tout, elle ne dit plus rien. Et même si elle a apporté aussi dans le foyer. Non, même si tu apportes. Au fait, comme je te dis, on est dans un régime patriarcal. Donc, du coup, c'est pas. Tu n'es censé rien avoir apporté au fait. C'est lui, par exemple, il y a des tribus où les femmes n'héritent même pas de la terre. Ça se trouve très souvent dans l'Ouest. À l'Ouest, elles n'héritent pas de la terre. Le droit foncier, voilà, elles peuvent oublier. Mais est-ce que, moi, j'ai une question par rapport à ça. Pardon, je termine mon histoire rapidement. Donc, ce qui s'est passé, elle avait l'autre option, c'était de pouvoir retourner dans sa famille. Parce que quand elle venait, elle est venue sans rien. Donc quand elle repart, elle retourne sans rien. Ni avec les enfants, ni avec les biens. C'est ça. Donc, ne voulant pas se retrouver séparée de ses enfants, elle était obligée de dire oui. Oui à une vie où le bonheur ne ferait plus partie de l'équation. Voilà. Donc elle a accepté. Beaucoup de femmes souffrent. Elle s'est sacrifiée pour ses enfants. C'est clairement un sacrifice parce que le bonheur et elle, aujourd'hui, ça fait de... donc, elle subit les frustrations parce que là, maintenant, tu as des coépouses, quelqu'un des gens qui commandaient à la limite chez vous. Maintenant, à la limite, c'est notre mari qui gère tes biens. Donc, tu pensais que tu pouvais, non? Aujourd'hui, là, tu peux faire quoi? Par exemple, dans ce cas-là, c'est à cause des sorts qu'elle va accepter de laisser ses enfants là-bas? Pardon? Tu as dit que si elle refuse, elle doit rentrer en famille sans ses enfants? Oui, sans ses enfants. Mais et si elle veut pas, elle veut partir avec ses enfants? Tu connais... Elle peut pas aller voir, elle peut pas aller à la justice. En fait, il y a 2 choses. Moi, je pense que... Moi, à la place de la femme qui accepte, parce qu'à cause de ses enfants, moi, je dis qu'elle est faible. Moi, je pars. Je dis que mes enfants vont me retrouver. Je pars. Tu pars. Oui, tu pars avec tes enfants. Et comment tu aurais géré la suite? La suite? Oui, avec tout ce que tu sais du droit aujourd'hui. Bon. Comme tu dis, si elle n'est pas mariée légalement, dans ce contexte, elle rentre chez elle. Et les enfants ne peuvent pas rester sans leur maman. Mais même si elle n'est pas mariée légalement. Parce qu'en fait, les parents ne veulent pas des enfants. C'est le bien qui les intéresse. Même si elle n'est pas mariée légalement, les enfants sont impolis. Donc, ils récupèrent les biens et qu'ils sont les biens à leur possession. Ils deviennent méchants. Ils maltraitent les enfants. Ils maltraitent ce qui est installé. Et on dit, l'enfant impoli, il nous a insultés. Qu'il passe chez sa maman. Va chez ta mère, comme on dit en malinqué, Tiba Msoko. Va chez tes parents. Et les enfants se retrouvent entamés. Ils doivent récupérer ce qui était important à leurs yeux. Ce n'est pas ni toi ni les enfants. Mais Madame Mangara, est-ce qu'après, c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, est-ce que les enfants sont en droit de toujours récupérer les biens laissés par leur père? S'il en reste, j'ai envie de dire. S'il en reste. S'il en reste. Mais est-ce qu'il n'y a pas de voie de recours? Même mais justement, il y a des voies. Ce que je voulais dire, en fait, le véritable problème ici aujourd'hui, c'est 2 choses. C'est le non-mariage civil, donc tout ce qui est mariage coutumier et religieux qui laisse vraiment les femmes dans une certaine précarité, première chose. Et deuxième chose, c'est vraiment la méconnaissance de l'environnement juridique. Et même quand on le connaît, cet environnement juridique, on a peur d'ester en justice. Donc c'est vraiment les 2 problèmes aujourd'hui qui font que les veuves subissent tout ça. Parce qu'une veuve qui connaît ses droits, qui est prête à aller jusqu'au bout
bon gré, mal gré, mais elle y va. Et puis, je vais essayer d'apprendre une chose, un exemple. Il y a une des veuves, je suis en train de l'aider à faire les papiers. Elle n'est pas mariée légalement. Lorsque le monsieur décédait, elle était enceinte de l'enfant, leur seul enfant. Et comment on le reconnaît? Non, elle vivait avec lui. Mais lorsqu'elle a accouché, la belle, mais elle l'a trouvée chez sa maman dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et puis elle récupère là des naissances de l'enfant, le carnet qu'elle va, c'est la maman du monsieur, elle va faire l'extrait de l'enfant. Elle repère, lorsqu'elle arrive à Abidjan, elle fait rien. Et elle va là où il va dire le nom de l'institution, elle va, et puis elle fait tous les papiers que son fils n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Et elle récupère tout. Ça, c'est la faute de la femme. Tout, c'est une petite fille. Et même le jeune a eu à construire une villa des indépendants derrière. Sa maman est dans la grande maison derrière. La fille a demandé une maison là, pour vivre avec son enfant. La vieille a refusé. Du coup, aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des voies de recours? Moi, je n'ai pas envie d'étaler ces voies de recours. Là, j'expose la femme, mais moi, en dessous, je sais ce que je suis en train de faire. Elle va récupérer. Mais Mariam, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de situation? Est-ce qu'elle peut prouver même que l'enfant est du défunt? Puisque les collègues du monsieur, ses camarades, tout le monde sait qu'elle vivait chez lui, ses voisins. Il y a une société de fait qui peut être établie à l'endroit de l'enfant. Et puis, je dis tous les jours que le juge va voir l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, il y a une petite enquête qui peut se mener et puis on va établir qu'il y a une société de fait, donc ils sont en concubinage et puis on établit la société de fait, l'enfant il est héritier. Donc mais est-ce que, comme je voulais demander, est-ce qu'on peut préparer toutes ces choses avant la mort du conjoint? Comment Parce que ça surprend, la mort surprend, on est tous d'accord. Mais est-ce que la succession, tout ça, ça peut se préparer avant que le monsieur ne décède? Oui, c'est ce que Emmanuel a dit tout à l'heure, c'est le testament. Sauf que j'ai expliqué. À part ça, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas des mesures juridiques que tu peux prendre avec ton mari, des papiers, des déclarations de biens qu'il peut faire avant la mort pour que tu puisses être à l'abri quand ton mari décède. Je des détails, il y a des hommes qui ont su qu'ils devaient partir. Depuis leur compte bancaire jusqu'à leurs assurances, ma femme et mes enfants. Oui. C'est mieux de faire enfants nés à naître. Mais je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ont le toupet d'aller jusque dans les assurances pour réclamer les assurances vie de leur enfant ou de leur frère? Ça va loin. Ça va très loin, oui. Ça ne se limite plus à venir ramasser les fauteuils en cuir, à venir ramasser les électroménagers. Oui, les gens se transportent jusque dans les assurances pour dire aux assureurs, oui, voilà, j'ai appris que mon frère a souscrit une assurance vie, moi je veux rentrer en possession, mais attends, à un moment, c'est triste. Et on n'a pas encore mis des gens en prison pour ça? Ah si, il y a des cas. Il y a des cas. Ah ben bien sûr. Parce que bien sûr, on a besoin de savoir que quand on se comporte comme ça, on peut subir le courroux de la loi. Vous voyez, il y a des femmes par exemple qui tombent dans des ONG comme celle de Madame Ban, qui saisissent la justice directement et puis qui ont gain de cause. Qui ont gain de cause et on arrive à prouver qu'elles ont été spoliées et donc c'est vraiment posséder le bien d'autrui. Donc tu vas répondre de tes actes devant la justice. J'espère qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées en prison. Mais bien sûr, je peux vous le garantir. Mais bien sûr. Et il y a encore grave. Lorsque la femme n'est pas mariée légalement, au moins elle assise dans la maison de veuvage, les parents prennent une fille, elles font les papiers. J'ai dit, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Ils ont mis la photo de la maîtresse sur les papiers. Et déposent une institution pour prendre pour récupérer les biens, les droits au niveau des capitales d'essai, révision de pension. Tout allait pour le bien, c'était bien, ça marchait bien. Mais on a eu le tic à l'oreille, telle personne est décédée, mais l'enfant va faire papier, ça les enfants, voilà, je suis en train de souffrir. On va aller vérifier pourquoi ça se passe. Oh, j'ai dit, tire mon chapeau là, c'est grave. Mais est-ce que vous pensez que la sensibilisation est faite de manière à informer Dès que j'ai annoncé au directeur de la prestation, et ce n'est pas la veuve qu'elle a, automatiquement ils ont bloqué. C'est ça. Non, mais au-delà de bloquer, il serait bien qu'une, comment on appelle ça, une rembourse. Non, ça n'a pas été pris. Ça n'a pas été en train d'être traité. C'était dans le dossier. Ils ont fait un acte de mariage avec une de ses copines là. Et puis c'est elles, là, ils vont introduire le dossier. Non, mais on doit pouvoir les arrêter pour faux usage de faux. Mais bien sûr. C'est pas juste que là, nous, on a voulu introduire, parce que pas mal, effectivement, mais pas ses enfants, les 5 enfants, le monsieur, ils sont mineurs. Nous, on a fait les papiers normalement, on est venu, on a déposé assez grave, elle est rentrée dans ses droits. Et bon, nous, on n'a pas rien le reste. Bon, on a déjà fait ce que nous, on devait faire. Bon, pour pouvoir poursuivre, il faut donner une plainte. C'est ce que je dis. La dame même dépose la plainte, c'est qu'elle a été lésée. Mais ça n'a pas déposé de plainte. On ne pas nous de déposer les plaintes. Il faut rester en justice. Est-ce que la
sensibilisation est assez faite pour que les femmes soient informées de leurs droits. C'est peut-être vrai que la sensibilisation n'est pas, n'est pas énorme, n'est pas élevée dans ce sens. Mais il y a autre chose que Mme Ban a décrié tout à l'heure, c'est la crispation des femmes. Je vous assure, c'est une situation qui est très difficile. Vous vous retrouvez seul dans votre veuvage avec vos enfants. Vous devez finir de pleurer votre mari et puis commencer à vous battre pour les papiers. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui sont esselés à un moment donné. Avoir peur et tout laisser tomber. Mais souvent, c'est la solution de facilité, en fait. Parce que tout laisser tomber. Et puis elles se disent, je suis vivante, je peux me battre pour mes enfants. Gardez ça, je ne veux pas de problème. Vous voyez, c'est ça, et c'est ça le drame. Et ceci m'emmène à poser une question sur l'aspect culturel, au fait. Au niveau de l'aspect culturel, comment les normes culturelles ici et sociales influencent la perception de la veuve? Comment est-ce que ça contribue à sa spoliation? Parce que de façon culturelle, je l'ai dit tout à l'heure, non, dans l'Ouest, par exemple, les femmes n'héritent pas de terre et tout ça. Et on se conforte, on se complaît dans ce genre de fausses lois. Je ne sais pas comment dire. Tu imagines, tu as travaillé toute ta vie, tu n'as fait que des femmes, que des filles, que tu as scolarisées et tout ça. Et tu décèdes demain, ton frère va venir dire, non, comme ce sont des femmes, là, elles ne peuvent pas hériter. Et comme je suis le frère direct, c'est moi qui vais hériter de tout. Comment est-ce que l'aspect culturel arrive à nous conditionner même? Exactement. Moi, je dis simplement que, comme elle a dit, elles n'ont pas de courage. Elles n'ont pas de courage. Madame Ban, elle a la gnaque, hein? Non, mais franchement, c'est une femme elle y va. Pas, mais mon mari décède, mais j'ai fait que des filles, c'est Dieu qui a voulu. Et la loi dit quoi que ce que mon mari décède, les ayants droit, c'est bien. Et même sur des filles, mais la loi n'a pas précisé que ce sont des garçons. Il dit, les enfants, les ayants droit, on n'a pas choisi de sexe. Donc, quelque part me dit, parce que chez nous, c'est comme ça, puis moi, je vais t'écouter. Moi, j'ai écouté la loi, parce que la loi, il ne voit rien dire. J'ai une question. Par exemple, là, on voit qu'il y a la loi, enfin, il y a la juridiction légale du pays, mais maintenant, il y a des lois, comme vous avez dit, des tribus, des lois, des coutumes culturelles. Il n'y a pas de fusion entre les deux, de points où les deux peuvent se retrouver. Voilà, et s'entendre, par exemple, où la loi, on va dire que même si dans ta culture c'est comme ça, légalement, c'est comme si... Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Tout ça. Tu imagines que si on doit prendre la culture de l'Ouest, la culture du Centre, la culture du Sud, on s'en sort pas. Et donc, c'est pour ça que la loi supplante tout ça. Pourtant, malgré tout ça, il y a toujours les lois. Mais est-ce qu'une femme peut refuser des cultures qui sont là? Est-ce qu'une femme a le droit de refuser toutes ces pratiques-là? La loi peut l'aider à ça. Je veux dire que, par exemple, tu perds ton mari, on te dit, tu dois te coiffer, tu dois faire des rituels, tu dois faire... Ça s'appelle les pratiques culturelles. Moi, je vais dire quelque chose. Moi, je vais dire quelque chose. Moi, je vais répondre à ça. Donc, comment ça se passe? Musulmane. Moi, je suis musulmane. Okay. Mais quand mon mari est décédé, chez eux, on dit voilà comment on fait le veuvage, voilà comment on doit se coiffer. Mais ils m'ont dit à côté, accepte de faire le veuvage, ça te protégera toi, les enfants et toi. Celui qui m'a dit, c'est un de mes beaux-parents qui m'aime tellement. Il m'a attrapé dans ma chambre, il m'a dit ça. Moi, j'ai fait le veuvage, je me suis coiffé, porté du noir pendant 3 mois et porté du marron pendant 1 an. C'est là que j'ai commencé à porter des habits normaux. Mais est-ce que la loi peut... Est-ce que si tu refuses, la loi peut t'aider à te sortir de là? Ça va. Il y a des femmes qui doivent s'asseoir toute la journée devant la porte. On va les insulter, on va faire ceci. Il y a beaucoup de pratiques. Et ça... Non, mes parents étaient là. Si, ils savent faire ça. Et ça, oui, bien sûr. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les pratiques culturelles néfastes. Et c'est puni par le code pénal. C'est puni par le code pénal. Donc, comment tu entames les démarches? Si tu es une dame, tu es dans ce cas. Oui, mais tu vas au commissariat le plus proche ou à la gendarmerie et puis tu portes plainte. Non, mais ce que moi je voulais demander, par exemple, c'est puni par le pénal, mais par exemple, le chef du village, on va dire, ou dans sa tribu, là, c'est ce qu'on fait. Il ne peut rien dire, parce que lui-même, c'est lui qui a... On dit que maintenant, dans la loi du pays, on ne fait pas ça. Lui, il ne va pas dire d'arrêter de faire ça maintenant? Il ne fait pas. Justement, mais en fait, là j'en viens. C'est pour ça que la sensibilisation, on fait vraiment la sensibilisation avec les guides religieux, avec les chefs communautaires. C'est eux d'abord qu'on sensibilise. C'est à eux qu'on fait passer le message. Exactement. Mais moi, je pense que la sensibilisation ne devrait plus être vraiment préventive. Hein. Elle doit aussi parler des mesures coercitives qui accompagnent. Si tu fais, on va te mettre en prison. Tout à fait. Et je pense que ça va faire comprendre aux gens à un moment donné qu'il faut arrêter. Voilà pourquoi moi, je vais dire
que cette journée commémorative du 23 juin n'est pas célébrée d'une manière officielle en Côte d'Ivoire jusque-là. Si, quand même. C'est la seule journée qui n'est pas célébrée officiellement en Côte d'Ivoire. Mais si on célébrait cette journée officiellement, il y a à avoir des conférences, il y a à avoir, comme vous l'avez dit, un plateau télé où on allait inviter les grands de notre tradition, les hommes du droit, et puis en parler pour voir comment trouver une faisabilité des choses pour qu'il avait pu sortir grand dans sa douleur, qu'elle soit comprise, qu'elle soit soutenue. Parce qu'il n'y a même pas de pitié. D'accord. Quand ton mari dit il n'y a pas de pitié, moi je ne sais pas si ces gens ont des cœurs, mais ton mari est couché, le corps devant toi, puis c'est trouver même oublier la douleur de ton mari à cause des injustes. Si on ne traite pas de sorcière. Et au-delà de ça, pour revenir à un point quand même qui est capital, on sait ici en Côte d'Ivoire que le taux de mariage civil est inférieur au taux de mariage coutumier, traditionnel, comme on le dit ici, la dot, ou bien religieux, comme on le dit ici. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas reconnu à un moment pour mettre aussi à l'abri des familles? On se pose tous la question. De célébrer cette journée d'une manière nationale. Si l'État ivoirien décrète cette journée du 23 juin chaque année, dont ce pays même a coparrainé la décision prise à l'ONU, vous allez voir, cela va se faire sortir la souffrance réelle d'une veuve. D'accord. Les gens en parlent, les gens ont vécu, les gens voient, mais qu'il faut vivre la chose pour comprendre que ce que c'est qu'être veuve. C'est clair. Tu oublies même le corps de ton mari à la mort, pas tellement tu es injurié. Tu cherches à t'en sortir, tu cherches à quitter le là. C'est un instinct de survie au fait qui prend le... C'est exactement. C'est que tu n'as pas de compassion. Tu as tué mon frère, il a tué notre frère. Et là, grâce à ton mari a fait des enfants hors mariage, on se met à monter les enfants contre toi et leur maman. Là, ça fait un bloc contre toi. Contre toi seul. Dans ton veuvage. Dans ton veuvage. Chose qui est déjà difficile. C'est pour ça que vous êtes là. En tout cas, il faut essayer pour revenir à la question de Meïta, moi je pense que c'est là tout le problème. Après, le législateur, il est souverain. Mais aujourd'hui, les mariages coutumiers ne sont pas pris en compte. Je prends le cas, par exemple, des pays islamiques où le guide religieux a le même titre qu'un officier de l'état civil. Donc, c'est-à-dire quand il célèbre le mariage religieux, donc ça a le même effet que l'acte de mariage civil. Et donc, peut-être que c'est une piste de solution pour couvrir un peu, pour protéger un peu toutes ces femmes-là qui sont dans cette situation de mariage non civil. Parce qu'on a eu un cas vraiment emblématique en la matière, une dame qui a travaillé toute sa vie, je vous assure, près de 30-40 années. C'est elle qui ramenait l'argent à la maison parce que le monsieur était invalide à un moment donné. C'est elle qui a bossé durant toute sa vie pour amener les sous à la maison. Construction de maisons, d'immeubles, de tout ce que vous voulez. Malheureusement pour elle, elle était illettrée. Elle était illettrée, elle n'a pas eu d'enfant et elle n'est pas mariée légalement. Mais quand le mari est décédé, elle se rend compte qu'il a des enfants dehors, qu'il a reconnus. Son invalidité. Elle n'est pas mariée légalement. Elle n'hérite de rien. C'est incroyable. Moi, cette dame-là, aujourd'hui, si elle nous regarde, vraiment, chapeau. Parce que d'autres personnes auraient pris quelque chose pour se tuer. Parce que, mais vous la voyez, quand elle vous montre ses photos d'avant, quand elle était jeune, fougueuse, mais... Elle a pris un coup de vieux et aujourd'hui elle est... Toi, tu dis pas elle a suicidé, tu dis elle a un coup de vieux, c'est le moindre mal de dépression. Mais ça c'est limite de la folie qui te guette parce que au calme. Toute ta vie, elle n'a pas eu d'enfant, donc toute sa vie c'est le travail. Je vais pas dire le secteur d'activité dans lequel elle était, mais c'est un secteur d'activité qui est difficile. Et cette femme-là a bataillé comme elle a pu. C'est-à-dire, elle payait les frais médicaux de son mari. C'est incroyable. Hein? Et dans ça, là, il a eu le temps d'aller... Lui, là même, je vais le réveiller. Invalide. Je vois les voyants qui parlent au monde. Il va m'expliquer. Mais vous savez, le jour... Mais en fait, la douleur était à ce point que le jour de ses obsèques, elle a dit si elle pouvait le tuer une deuxième fois, elle l'aurait fait. Parce qu'il est parti avec elle. Non, j'ai lâché de plus. Oui, mais et des cas comme ça, la dame est illettrée. Elle travaille, elle ne sait pas que son mari... Mais c'est pas et la loi, et c'est là où la loi est dure. Moi, j'ai une... Mais c'est la loi. Mais c'est la loi. Mais et si l'homme, il est marié à plusieurs femmes, comme chez les Meïtas, ça se fait. Heureusement pas chez lui. C'est la femme. Il n'y a pas de bois, il ne touche pas à vous. C'est la femme légitime. Il a 3 femmes et il a une qui l'a mariée légalement. Les autres perdent. Ah ben oui, c'est celle qui est mariée légalement. Vous avez dit, il n'est pas accepté. C'est leurs enfants qui bénéficient. Voilà, les enfants bénéficient. Non, elles n'ont rien. C'est les enfants. C'est ça. Et puis même là encore, si c'est la communauté de biens, elles héritent de quoi?
quoi? Les enfants héritent de quoi? La question se pose. Parce qu'elle hérite, si de la communauté de biens, elle hérite du quart d'abord du bien général, ensuite, et de la moitié du bien. Maintenant, l'autre moitié qui reste à ses enfants, à elle et des co-épouses, maintenant, vont se le partager. Donc, finalement... C'est à cause des hommes qui aiment beaucoup de femmes, ils n'aiment pas se marier là. Ils les ramassent comme ça et puis ils ne marient personne. Parce que ça va créer affaire. Après, il va décéder. En tout cas, merci. C'était une émission... chaude, je vais dire ça comme ça. Ce fut un plaisir, un bonheur, Madame Ban, d'être venue partager ces expériences inédites avec nous ici sur le plateau de On prend le contrôle. Franchement, merci à vous. Madame Ongara, comme d'habitude, tu nous édifies par les textes de loi. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, avec plaisir. Et je vais profiter en même temps pour dire que c'est pas ici les cultures africaines que nous fustigions, d'accord? Parce que je ne pense pas que nos cultures valorisent des personnes qui spolient les droits de la veuve et de l'orphelin. Ce qui se passe, c'est des personnes mal intentionnées. C'est des personnes qui ont des comptes à régler avec la veuve, qui sont vraiment égoïstes et qui sont dépourvues de toute morale. C'est ces personnes-là, voilà, qui usent des faiblesses de nos traditions, comme par exemple, non, la femme n'hérite pas et patati et patata, c'est des choses même qui sont même plus respectées au fait. Mais c'est quand il sait que ça l'arrange là maintenant il va se rappeler d'une ancienne tradition ancestrale qui va venir. Mais derrière cette tradition-là, quand tu vas bien réfléchir, ils vont te dire peut-être que non, parce que la femme n'était pas emmenée à travailler la terre et tout ça. C'était les hommes qui devaient être devant pour faire ci. Donc c'est une façon de préserver, c'est pour que ça reste dans la famille et tout ça. Mais non, eux, ils vont l'utiliser tout simplement à leur avantage. Voilà, comme on dit, la loi profite à celui qui la connaît. Voilà, la loi profite à celui qui la connaît. Donc, il faut connaître ses droits. Il faut connaître ses droits. C'est-à-dire que même dans la législation civile, s'il y a un droit qui te profite, tu peux l'utiliser à ton avantage. Même si c'est malhonnête, tu peux l'utiliser à ton avantage. Non, sérieusement, la loi va profiter à celui qui la connaît. Et justement, c'est pour ça qu'il faut faire les sensibilisations en langue. Parce que beaucoup de femmes qui ne sont pas parties à l'école ne parlent pas bien français. C'est trop technique. Vraiment, c'est trop juridique. Donc, vraiment pousser la sensibilisation jusque dans les contrées les plus reculées et surtout en langue vernaculaire pour que le message passe mieux. D'accord. En tout cas, merci à tous. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'entendre tous ces témoignages. C'était bien. Olivia, ça t'a secoué un tout petit peu, ça t'a choqué un peu. C'est la troisième femme de mon frère. Non, mais jamais. Il ne va pas cracher sur le plateau. À moins que ce soit la troisième qui l'épouse. Oui. Légalement. Non. Non, sérieux. Tu es sûr? Jolie femme comme ça, elle ne va rien hériter. Et voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce sujet. On espère que vous en avez appris un tout petit peu plus et que vous serez sur vos gardes. Parce que oui, c'est aussi ça, la sensibilisation. Gardez l'écoute. À la suite de cette émission, c'est à la pub. Et on se retrouve juste après pour la météo des prix. Sur ce, déconnectez pas.